principal de leur agenda au mois de juin dernier, lors de la dernière réunion, cette semaine à Bruxelles, jeudi et vendredi. Le point principal à l'ordre du jour, et il le sera encore lors des sommets à venir, est ce que l'on appelle l'union budgétaire européenne. Alors, qu'est-ce que c'est l'union budgétaire européenne ? À nouveau en une phrase ou en deux phrases, il s'agit de transférer la supervision des institutions financières et plus précisément des banques. Il s'agit de la transférer du niveau national au niveau européen de façon simultanément à pouvoir effectuer, à pouvoir assurer un traitement au niveau européen de la gestion des crises et aussi, pour être direct, du financement de la résolution des crises bancaires. Le problème, en réalité, c'est de casser enfin le cercle vicieux dans lequel les pays européens, la plupart d'entre eux, sont aujourd'hui enfermés, de casser le cercle vicieux qui existe depuis quelques années entre les problèmes financiers des banques et les problèmes financiers des États, entre le problème des banques et le problème des dettes souveraines. La crise d'un certain nombre d'institutions financières a augmenté, vous le savez, et je l'ai rappelé, une augmentation des dettes publiques. Cette augmentation des dettes publiques a à son tour des conséquences négatives pour les banques, qui sont les principaux détenteurs, les principales détentrices des dettes souveraines. Et donc, le problème est de couper ce lien négatif, ce lien maudit entre les problèmes de certaines banques et les finances publiques des États auxquels elles appartiennent, en transférant au niveau européen la gestion des crises bancaires et en assurant le financement de la résolution de ces crises par des mécanismes européens, les fonds de secours européens qui, comme vous le savez, ont été créés ou sont en voie de création. Mais bien entendu, il n'est envisageable de traiter et de financer la gestion des crises bancaires au niveau européen que si simultanément la supervision est exercée à ce niveau. Alors que, vous le savez, dans la zone euro, il existe non seulement 17 gouvernements, mais au moins, parce que parfois il y en a encore plusieurs par pays, au moins 17 organismes nationaux de surveillance financière et bancaire. D'où l'idée de transférer à la Banque centrale européenne la supervision bancaire, à tout le moins, à l'intérieur de la zone euro. Car les questions qui se posent et qui ont été partiellement, auxquelles on a partiellement répondu jeudi, mais pas encore complètement, c'est d'abord qui est concerné, avec deux sous-questions, les pays de la zone euro ou les pays de l'Union européenne. Alors, la réponse est les pays de la zone euro, plus ceux qui, à l'intérieur de l'Union européenne, sont toujours dans la zone euro, mais qui voudraient adhérer à cette union bancaire. En fait, comme vous le savez, il y a deux Europes, l'Europe à 17, celle de l'union monétaire, et l'Europe à 27, celle du grand marché. La Grande-Bretagne a déjà dit qu'elle ne souhaitait pas participer à cette union bancaire, mais elle ne peut empêcher ni les pays de la zone euro, ni les autres pays qui le voudraient, d'avancer sur ce terrain. La deuxième question qui se pose à propos du qui, est-ce que toutes les banques, les grandes, les petites et les moyennes, sont ou seront concernées, ou seulement les plus grandes d'entre elles? Il y a eu un débat à ce sujet qui, en principe, a été clos jeudi dernier. Certains pensaient que seules les quelques dizaines d'institutions financières les plus grandes devaient passer sous tutelle, si je puis dire, de la Banque centrale européenne. D'autres, au contraire, pensaient que toutes les banques européennes, il y en a plus ou moins 6 000, devaient être soumises à supervision européenne.
Et c'est cette deuxième approche qui a été retenue, pour la raison que, si l'on regarde dans le détail la crise du système bancaire en Europe ces dernières années, et en particulier en 2008, on voit qu'ont été touchées des banques de toutes sortes, des très grandes, mais aussi des très petites, des banques transnationales, mais aussi des institutions purement régionales. D'où l'idée que toutes les banques européennes doivent être soumises à cette supervision. La question, bien entendu, est, pour contrôler 6000 banques, il va falloir attirer à Francfort une véritable armée de contrôleurs et de fonctionnaires. La réponse est non, parce que la Banque centrale européenne, c'est en réalité, comme nous le disons dans notre jargon de banquiers centraux, un système. Nous parlons rarement de la Banque centrale européenne, nous parlons de l'eurosystème, c'est-à-dire une association entre la Banque centrale européenne proprement dite et les 17 banques centrales nationales de ce qui constitue aujourd'hui la zone euro. Et si dans beaucoup de pays, y compris le mien, le contrôle prudentiel des banques a été transféré à la Banque centrale, en Belgique il y a seulement 2 ans, si le contrôle des banques a été transféré un peu partout en Europe, y compris au Royaume-Uni, à la Banque centrale, c'est bien sûr parce qu'on s'est aperçu à nouveau en 2008 que la Banque centrale était le prêteur en dernier ressort, mais c'est aussi parce que les différentes banques centrales de la zone euro, mais aussi de l'Union européenne, forment un réseau, un système. Les gouverneurs se rencontrent plusieurs fois par mois et peuvent se téléphoner à n'importe quel moment de la journée. Donc, si la supervision sera assurée au sommet par la Banque centrale européenne, elle sera décentralisée au niveau des différentes banques centrales nationales qui resteront les interlocuteurs privilégiés des banques petites et moyennes. Une autre question qui s'est posée, c'est quand est-ce que ce système va démarrer? Certains sont extrêmement pressés, d'autres le sont moins. Vous voyez à qui je fais allusion. Il suffisait de lire la presse dans les derniers jours. Et ce qui a été décidé, je crois, une formule raisonnable, les principes de cette supervision européenne seront clairement définis au 1er janvier de l'an prochain, mais la supervision elle-même ne démarrera au niveau européen qu'au 1er janvier de 2014, parce que je l'ai vécu en Belgique, il faut un minimum de temps pour transférer les responsabilités d'une organisation à une autre. Et enfin, une dernière question qui était ouverte et qui semble, ce n'est pas entièrement clair, tranché, c'est de savoir si le financement européen des conséquences des crises bancaires concernera uniquement les crises à venir, dont on espère qu'elles ne surviendront pas, qu'elles ne surviendront plus, ou si ce financement concerne également l'héritage du passé, avec une question, comme vous le savez, qui est fondamentale pour l'Espagne. Est-ce que les problèmes des banques espagnoles doivent être financés par les finances publiques de l'État espagnol ou par les mécanismes européens? Et la thèse qui semble l'avoir emporté, la thèse allemande, c'est que ces mécanismes de financement concerneront uniquement l'avenir et pas le passé. Mais ce n'est pas extrêmement clair. Le dernier point que j'aborde dans les 2-3 dernières minutes, le temps qui me reste, c'est très bien de mettre en place au niveau européen des mécanismes communs de gestion et de résolution des crises bancaires, mais ce qui est encore mieux, évidemment, c'est de prévenir l'apparition ou la réapparition de ces crises bancaires. Et donc, qu'est-ce qui doit être fait pour empêcher de nouvelles crises financières et à tout le moins, pour empêcher
que les crises d'un certain nombre d'institutions financières, imprévoyantes, aventureuses, mal gérées, pour empêcher que les conséquences de ces mauvaises gestions soient mises à charge des budgets publics, des trésors nationaux et, en fin de compte, des contribuables. Les contribuables ont payé une fois, il sera plus difficile, quel que soit le pays, en Europe ou ailleurs, de les solliciter à nouveau. Alors je dois être extrêmement bref pour ne pas abuser du temps qui m'a été concédé. Au niveau international, il y a les règles de Bâle III, vous les connaissez aussi bien que moi, vous les appréciez, vous les critiquez. Je connais un peu les sentiments des uns et des autres, mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense, encore aujourd'hui et demain, et peut-être même d'ailleurs dans le panel qui va débuter, si je me tais, d'ici quelques minutes. Simplement attirer votre attention, et vous le savez, à côté de ces décisions qui ont été prises au niveau international, Bâle III, il y a un débat dans beaucoup de pays, dans tous les pays industrialisés, et en particulier en Europe. Est-ce qu'il faut à nouveau séparer les banques de dépôt des banques d'investissement et de financement? C'est un débat qui existe dans tous les pays industrialisés. Est-ce qu'il faut, aux États-Unis en particulier, revenir au fameux Glass-Steagall Act, c'est-à-dire cette séparation radicale entre deux types de banques décidée après la crise financière de 1930? Et vous êtes spécialiste de ces questions. Vous savez qu'il existe aux États-Unis la proposition de l'ancien gouverneur de la Federal Reserve, Paul Volcker. Vous savez qu'il existe au Royaume-Uni un rapport qui a été présenté par M. Vickers et avec des modalités qui sont différentes. Dans les deux cas, la solution préconisée, pas encore adoptée, se rapproche de la séparation radicale des deux types d'institutions financières, des deux types d'activités bancaires, les activités traditionnelles de récolte de dépôts et de prêts aux ménages et aux entreprises, et puis les activités purement financières, en particulier pour compte propre des institutions financières, les activités de trading. L'Europe n'a pas encore décidé, mais un débat a été ouvert par le rapport Liikanen, un groupe d'experts présidé par mon collègue et ami, le gouverneur de la Banque centrale de Finlande, un groupe dans lequel on trouvait différents experts, y compris quelques banquiers et quelques grands banquiers privés. Et comme vous le savez, le groupe Liikanen a opté pour une solution intermédiaire. Il n'a pas retenu la proposition radicale défendue par certains gouvernements, on verra ce qu'il en est dans la suite des choses, de séparer radicalement les deux types d'activités, les deux types de banques. Pourquoi est-ce que cette solution n'a pas été retenue? La première, je crois qu'il faut l'avouer franchement, c'est parce qu'il y a un lobbying intense d'un certain nombre de banques, et les plus grandes, pour éviter, pour échapper à une solution aussi radicale. Et la deuxième raison est une raison plus objective, c'est que le financement des entreprises en Europe, ou en tout cas en Europe continentale, est, comme vous le savez, fort différent du financement des entreprises dans le monde anglo-saxon, au Royaume-Uni et surtout aux États-Unis. Dans le monde anglo-saxon, le financement des entreprises se fait principalement par la bourse, alors qu'en Europe continentale, le financement des entreprises se fait jusqu'à présent principalement par les banques. D'où le rapport Liikanen ne préconise pas une solution radicale, mais suggère fortement ce que l'on appelle le ring fencing, le cantonnement au sein d'un même groupe, non pas la scission des groupes bancaires, en particulier les plus grands, mais le cantonnement à l'intérieur d'un groupe bancaire des activités les plus risquées,
comme dit le rapport Liikanen, et ces activités sont listées, disons en principe, la séparation des activités de trading, leur cantonnement dans une entité à l'intérieur du groupe, dans une entité distincte de la banque de détail traditionnelle. Et l'objectif est bien celui que j'ai indiqué. Grâce à cette séparation, grâce à des exigences réglementaires et capitalistiques plus importantes pour certains types d'activités, l'objectif est bien d'éviter la répétition des crises financières, ou à tout le moins, je l'ai indiqué, d'éviter que les problèmes provoqués par les activités spéculatives d'un certain nombre d'établissements financiers mettent en péril les dépôts de leur clientèle et obligent, pour préserver cette clientèle, les pouvoirs publics à intervenir massivement, comme ils l'ont fait il y a quelques années, avec pour conséquence le délabrement de leurs finances publiques. Ce rapport Liikanen a été déposé, je crois, il y a 15 jours et est soumis pendant une période de 6 mois à consultation publique. Vous avez donc l'occasion de réagir. Je vous remercie de votre attention, mais si vous êtes venus peut-être pour m'écouter et les autres orateurs, je suis venu moi aussi pour écouter, pour vous écouter, et lors des séances à venir, écouter et entendre en particulier vos réactions à ces propositions européennes, la proposition d'union bancaire, les suggestions du rapport Liikanen. Merci. Merci, Monsieur le Gouverneur. Information tout à fait intéressante. Je souhaite à présent inviter pour notre premier panel un certain nombre d'experts et d'intervenants qui me rejoindront sur le plateau. Je nomme Mrs. Branimira Radoslavova. J'espère que je ne vais pas me tromper. Branimira Radoslavova, elle est External Affairs National-Wide Building Society UK. Je souhaite inviter également Monsieur Miro Fiordi, qui représente une institution qui est Executive Committee of Italian Banking Association. J'invite également M. Alain de Clercq, Chairman of the Director Committee of Banque CPH, Frank Westhoff, Member of the Board of Managing Directors of DZ Bank AG, M. Olivier Klein, CEO of Bread Banque Populaire, et M. Roberto Higuera, Vice Chairman of the Board of Banco Popular de Espagne, s'ils veulent bien se joindre à moi. Je vous demanderai de prendre place, s'il vous plaît, et puis, si cela ne vous dérange pas, je crois que je vais rester, je vous en prie, je vais rester ici, et ce sera probablement plus confortable. Please, je vous en prie. Alors, nous avons également nos témoins qui sont présents. Mesdames et messieurs, bien évidemment, s'il vous plaît, vous êtes invités à participer également à ce débat à travers votre contribution, vos idées, vos recommandations ou simplement vos questions. Et donc, des micros sont mis à votre disposition. Si certains souhaitent donner des questions par écrit, on en tiendra compte. Si certaines de ces questions, si on n'arrive pas à répondre directement lors de ce panel à ces questions, eh bien nous les conserverons et elles feront l'objet d'une session de questions-réponses dès demain matin. Mais dans la mesure du possible, vos réactions directes sont tout à fait les bienvenues et permettraient d'alimenter le débat, bien évidemment, et de l'enrichir. Alors, simplement, une première question, j'imagine, une première question peut-être, Monsieur Alain de Clercq. Nous entendons parler de la crise, mais j'imagine que vous n'avez pas attendu ce jour pour commencer à réfléchir à la problématique en question. Et donc, qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous préparer à ces changements? Donc, je voudrais un peu retracer l'histoire des expert cycles, donc, qui est, je crois, dans le milieu des années 2000, au sein du comité exécutif, il y avait un souhait d'aller au-delà de la rencontre périodique des CEO des différents membres et de commencer deux nouvelles activités. Une activité qui s'appelle le programme Link, et dont je veux, c'est pas l'objet maintenant, mais qui était un programme de formation de cadres supérieurs des différentes entités. Et alors un programme d'Expert Cycle. Alors les Expert Cycle, ce sont des groupes qui ont vocation
à maîtriser, à être experts dans leur domaine d'activité. Et au départ, il y avait principalement 3 activités qui nous concernaient. Donc c'était le début des accords de Bâle II. Et donc il y avait des normes IFRS, parce que vous savez qu'au-delà de simplement le côté réglementaire, il y a aussi le côté comptable de l'activité. Et donc nous avons créé plusieurs groupes pour voir comment les différents membres de l'association, de la CIBP, allaient gérer ce nouveau challenge. Et donc il y avait au départ un aspect comptable, un aspect réglementaire et au départ un aspect financier. Puis on s'est très vite rendu compte avec l'évolution des choses que ces groupes étaient très liés et que donc vous ne pouviez pas simplement avoir une vue financière sans avoir une vue réglementaire. Je ne vais pas vous mentionner tous les nouveaux ratios qui ont été créés par nos membres du comité de Bâle. Mais donc, on a senti que la comptabilité, la réglementation et la gestion financière étaient vraiment une et une seule même chose. Et donc, nous avons continué à réfléchir ensemble sur les différents problèmes. Et je crois qu'il y en a encore beaucoup à venir avec Bâle 3. Il y a certainement de gros challenges et on ne manquera jamais de le répéter. Le traitement du capital coopératif dans les accords de Bâle 3, c'est quelque chose qu'on doit tous avoir à l'esprit. Et donc, et c'est comme ça que sont nés les Expert Cycles qui ont vocation à se réunir tous les 6 mois et traiter des domaines assez larges de toute la réglementation financière et des contraintes financières du groupe. Merci, merci. Monsieur Roberto Higuera, vous-même, vous êtes membre, vous participez, you're also a member. In French or in English, what have you decided? Yeah, right. Well, we have been in our expert circle dealing